Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez sur Figaro Live et Figaro Radio. La France suffoque ce mardi. Sortir dehors, c'est s'aventurer dans un véritable four à chaleur tournante. Au total, 14 départements du sud-ouest et du centre-est sont en vigilance rouge. Le mercure a atteint les 42 degrés en Ardèche. Même chose à Bordeaux. À Paris, il fait 35 degrés. Des chaleurs excessives qui ne sont pas sans conséquences, bien évidemment, sur nos organismes. Et justement, la France est-elle suffisamment préparée aux canicules à répétition ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le Figaro.fr. Vous pouvez cliquer sur oui, vous pouvez cliquer sur non et nous découvrirons les résultats d'ici les toutes prochaines minutes. Bonjour Cyril Van Lerberg. Bonjour Damien. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes rédacteur en chef au service sciences du Figaro. Alors c'est vrai, on va enfoncer une porte ouverte, mais aujourd'hui il fait très chaud. Mais est-ce que c'est si anormal que ça, que le mercure atteigne 40 degrés quand nous sommes finalement en plein mois d'août ? Alors en fait, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que d'abord, on s'habitue aux fortes chaleurs. Ouais. Donc, quand il fait que 30 degrés à Paris l'été, on dit, non, c'est vrai, c'est normal. Mais il y a un indicateur, en fait, qui est assez parlant. Quand on regarde les anomalies de température par rapport à la moyenne, quand on regarde la carte de l'ensemble de l'Europe, presque totalité de la France, à part la bordure nord et le bout de la Normandie, le Cotentin et la pointe vers Brest, on a plus de 10 degrés en plus par rapport aux moyennes de l'été. Ouais. Donc on est vraiment dans une situation très anormale. Cette canicule, elle est assez brutale, elle est très dure pour les gens qui sont dans le sud surtout. Oui. Un peu moins à Paris, même si 36 degrés, c'est quand même c'est colossal. Sérieux, voilà. Ouais. Voilà, donc on est dans un régime qui n'est pas normal. Mais qui en fait, le problème, c'est que ça risque de le devenir. Et à partir de quel moment la météo est-elle qualifiée de caniculaire ? Est-ce que c'est lorsque le mercure atteint 10 degrés au-dessus des normales de saison que l'on parle de canicule, ou bien il y a un seuil qui est fixé en dessous de ça ? En fait, il y a deux seuils. Il y a une température moyenne sur la journée et aussi il y a aussi le critère de température nocturne. Oui. Parce que pour l'organisme, quand on parle des impacts sur l'organisme, presque le plus important, c'est pas les maximums de température, c'est les minimales qu'on arrive à obtenir pendant la nuit. Et quand la nuit, la température ne descend pas en dessous de 25, on a du mal à récupérer, on dort moins bien, l'organisme se fatigue, et là, il y a les risques pour la santé qui peuvent s'accumuler. Et donc, le deuxième facteur de canicule aussi, c'est la durée. Ouais. Il faut que ça une seule journée à 40 degrés, c'est pas de chance, mais quand ça dure, là encore, l'impact est plus fort sur les organismes et c'est là que ça devient dangereux. Justement, c'est intéressant que vous nous parliez de durée. Combien de temps cet épisode de chaleurs extrêmes va-t-il durer ? Alors là, on est parti pour au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. Donc ça va être long. Et sachant qu'on a déjà eu en début d'été, fin juin, début juillet, une première vague de chaleur qui était aussi caniculaire et qui a une durée record là, de 16 jours. Absolument, donc c'est vrai. Donc on est déjà dans un régime pour un été, les années 2020, déjà anormal. Enfin, Et est-ce que ces périodes caniculaires sont plus fréquentes qu'auparavant ? Parce que vous venez de mentionner en effet cet épisode caniculaire que l'on a connu il y a quelques semaines, fin juin, début juillet. Est-ce qu'ils sont amenés à se répéter année après année ? Est-ce qu'ils sont plus nombreux, ces épisodes, que le siècle dernier, par exemple ? Alors, il y a, sans les remonter au siècle dernier, en regardant les débuts des relevés en 1947, on compte 51 épisodes de canicule en France. Et les 2/3... Donc, ça fait 34 vagues, se sont produites après l'an 2000. Donc, en fait, on a une en fait, si on regarde ces 10 dernières années, on en est à peu près à 2 canicules en moyenne chaque année. Donc, on est sur un phénomène d'accélération, à la fois en nombre et en durée de ces épisodes, et aussi en température. C'est-à-dire qu'on regarde, on est parti... pour les gens qui sont plus âgés que moi, on se souvient des canicules de 1976 ou de 2003. Voilà, et on est au-delà de ces maximums très régulièrement en fait. Je me souviens de celle de 2003 personnellement. Alors c'est vrai qu'on a connu donc cet épisode de forte chaleur très, très récemment. Comment on explique aujourd'hui que ces vagues de chaleur se multiplient ? Parce que le réchauffement climatique, il n'est pas apparu ces 5 dernières années. Il est apparu il y a bien plus longtemps que ça. Comment explique-t-on qu'aujourd'hui ces vagues de chaleur se multiplient ? Alors il y a un facteur, c'est que le réchauffement, il y a un continent qui se réchauffe plus vite que les autres, c'est l'Europe. Donc en fait, le réchauffement, il est plus rapide sur l'Europe que sur le reste du monde. Pour une raison assez simple, c'est que on est une région assez continentale. Et en fait, l'influence est plus forte qu'ailleurs. Donc on est à l'échelle globale, on est sur un réchauffement de plus 1,3 degré par rapport aux températures au début du siècle, avant l'ère industrielle. En France, on est plutôt à plus 2 degrés. En fait, on est déjà un peu au-delà de la moyenne planétaire.
Donc, ce qui fait que les événements brutaux exceptionnels sont plus fréquents aussi en Europe et plus fréquents en France. Et d'ailleurs, là, cette semaine, on n'a pas de chance. Si on regarde la carte européenne de l'anomalie de température, le maximum d'anomalies, donc le plus de 15 degrés et parfois jusqu'à plus de 20 degrés, c'est situé vraiment sur la France et un bout du nord de l'Espagne. Donc on est au plein cœur de la fournaise en ce moment. Et puisque vous parliez de cette canicule de 2003, est-ce qu'on peut comparer cette période caniculaire que nous sommes en train de vivre à celle de 2003 justement ? Alors en termes d'intensité, 2003 était plus élevé parce que l'ensemble du pays était touché. Aujourd'hui, en ce moment, jusqu'à la fin de la semaine, c'est surtout le sud du pays qui va être frappé par des très très fortes chaleurs, donc plus de 40 degrés, on l'a vu à Bordeaux. Voilà. Et en revanche, pour le nord de la France, ça a été, on est à 35 degrés à Paris. Si on remonte encore plus au nord, il fait un petit peu plus frais. Le sud-est a été épargné jusqu'à aujourd'hui. Une partie de la Bretagne, les températures sont parfois en dessous de 30 degrés. Donc c'est moins uniforme qu'en 2003. En 2003, il faisait vraiment très très chaud partout sur toute la France. Et là, en revanche, si on se regarde les gens qui habitent dans le sud et dans le sud-ouest de la France, c'est plus dur que 2003. C'est plus dur que 2003. Voilà, oui, l'intensité est plus forte. Et c'est en ça qu'on est déjà en train de qualifier cette canicule d'historique. C'est que pour les gens qui habitent dans le sud, elle est plus violente, elle va durer. Et les températures sont bien plus élevées qu'en 2003. Ce qui peut effrayer celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'en 2003, on rappelle que 15 000 personnes sont décédées à la suite des fortes chaleurs. Quelles sont les mesures que la France a prises pour éviter que ce bilan humain ne se reproduise ? Alors en fait, on a énormément travaillé depuis 2003, et heureusement, parce que 2003, c'était un peu la découverte de l'impréparation, en fait. On s'est aperçu que rien n'était prêt, ni les autorités, il n'y avait pas de système d'alerte météo. Aujourd'hui, le système de vigilance orange, vigilance rouge, nous paraît assez naturel. Oui. Et en fait, il a été mis en place après l'épisode de 2003. Donc ça date de 2004, un plan d'action qui a été mis en place pour mieux alerter les populations. Donc ça, c'est important pour la sensibilisation. On sait que s'il y a une alerte canicule avec vigilance rouge, on sait que les températures vont être exceptionnelles, qu'il faut éviter les activités en plein air, on garde les enfants, on les surveille, les personnes âgées, il faut leur faire boire. Donc tout ça, c'est des gestes qui ont été appris et qui maintenant, je pense, nous paraissent assez naturels. Disons qu'aujourd'hui, il est impossible de se faire surprendre par la chaleur lorsqu'on sort dehors. Aujourd'hui, il y a suffisamment de signaux d'alerte qui nous mettent la puce à l'oreille. Il y a des meilleurs signaux, on a de meilleures informations, la météo et je pense les alertes météo passent mieux. Et d'autre part, on a un système de santé et les systèmes de soins aux personnes âgées dans les EHPAD qui sont beaucoup mieux préparés qu'en 2003. Il y a eu 15 000 morts, en fait, parce qu'on n'était pas prêts. Et ça avait été catastrophique dans les EHPAD. Aujourd'hui, en fait, on a dans chaque EHPAD, il doit y avoir au moins une salle climatisée. Souvent beaucoup plus. On rajoute des climatiseurs dans les chambres. On doit surveiller de manière très, très précise quelles sont les quantités de boissons qu'on donne aux personnes âgées. Parce qu'on sait qu'aussi, les personnes âgées, parfois, quand elles sont un peu dépendantes ou avec des problèmes d'Alzheimer, elles ne se rendent pas compte si elles boivent ou pas. Donc, on a des procédures qui font que les aidants notent les quantités qui sont bues ou pas bues. Et donc, on a cette vigilance qui est bien meilleure sur prendre soin de ces personnes âgées qui sont vulnérables. Oui, je rappelle les chiffres, en effet. Le bilan affichait une surmortalité à l'époque de 70% chez les sujets âgés de 75 à 94 ans. Et ce taux montait même à 120% chez les sujets âgés de 94 ans et plus. Alors, c'est vrai qu'il y a les directives nationales, il y a ces enjeux dont vous venez de parler, mais il y a aussi les initiatives à l'échelle locale qu'il faut souligner. Comment les villes font-elles aussi pour s'adapter à ces vagues de chaleurs extrêmes ? Alors, en fait, c'est très, très, très inégal. Il y a des villes qui sont Voilà, on est un peu dépendant je sais pas comment dire, de la qualité de la préparation et des initiatives. Il y a des villes justement qui sont mieux organisées que d'autres. Il y a des villes aussi où l'urbanisme n'a pas suivi, parce qu'en fait, toute cette adaptation, elle passe aussi par une adaptation de nos modes de vie. Et en fait, on ne transforme pas du jour au lendemain une ville comme Paris en une ville capable d'affronter des fortes chaleurs. Comme les villes du sud de l'Espagne ou d'Afrique du Nord, où la ville est conçue pour résister à ça. Donc en fait, c'est des transformations qui sont longues. Il y a une ville qu'on va mettre un peu à l'honneur, c'est Montpellier. Montpellier, c'est une ville du sud, donc la forte chaleur, on connaît, mais en fait, c'est aussi une ville qui a réussi à s'adapter correctement, à mettre en place pas mal d'actions avec beaucoup de... Ça passe aussi par plus de végétation, plus d'arbres. La végétalisation, j'allais vous en parler, qui est très décriée, par exemple à Paris, parfois, par certains détracteurs de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Est-ce que la végétalisation dans les villes, ça a fait ses preuves en matière de rafraîchissement ? En fait, c'est des mesures qui font leurs preuves, mais qui doivent s'inscrire dans la durée.
Parce qu'un arbre, il apporte de l'ombre quand il est grand. Ah oui. Et là, il y a un problème, c'est que quand on laisse pousser les taillis un peu en bord de chemin, comme il y a parfois à Paris, que c'est les petits arbustes et que ça, là, ça n'a aucun intérêt. Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Donc les grands arbres, leur faut du temps pour pousser, ou alors il faut des essences à croissance rapide. Il faut aussi que les travaux d'urbanisation se fassent sans couper les arbres existants, qui sont les arbres anciens, qui eux, justement, apportent de l'ombre. Oui. Il faut que la végétalisation, elle soit pas non plus gadget. C'est-à-dire des murs végétalisés, si c'est juste pour faire joli, ça change pas grand-chose, un mur végétalisé. Non, ça change pas grand-chose. Donc en fait, mettre une serre pour faire de l'agriculture en haut de la tour Montparnasse, clairement, c'est pas la végétalisation qui va améliorer la vie des Parisiens. C'est-à-dire que toute la végétalisation ne se vaut pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines formes de végétalisation qui permettent en effet de rafraîchir les villes, mais en effet, il y a certaines initiatives qui sont strictement vaines. Oui, mais c'est aussi une autre manière de voir la ville. En fait, on a dans l'histoire, on a des grands, on pense aux grandes places, dans nos grandes villes, qui sont des espaces très minéraux, avec des sols de pierre couleur assez claire, pas d'arbres, je pense Place de la Concorde par exemple. Et en fait, on a un revêtement qui est éblouissant, réfléchissant. Donc quand on est sur ces endroits-là, sans ombre, en fait, c'est extrêmement violent. Et en fait, on est sur des environnements qui deviennent quelque part hostiles. Donc il faut réimaginer la ville. Et donc c'est de l'urbanisme sur des longues durées. Et ce qui est compliqué, parce que le réchauffement, il est déjà là. Et l'accentuation du réchauffement, elle est rapide. Donc comment réagir assez vite à ça, s'adapter. Enfin, donc c'est des enjeux énormes. Et je pense qu'on n'a pas encore pris la conscience de cette urgence en fait dans beaucoup de villes françaises. Et justement, le changement de l'urbanisation, de ce paysage urbain finalement, est-ce que ça passe uniquement par la végétalisation ou bien il faut aussi revoir tout le fonctionnement, par exemple toute la forme de nos habitations? Est-ce qu'il faut par exemple faire comme dans certains pays des toits totalement plats de façon à ce que la chaleur ne soit pas gardée, qu'elle soit reflétée, faire des maisons blanches par exemple? Est-ce que ça passe aussi par là? Alors en fait, il y a beaucoup de solutions, mais il y a aussi des choses presque symboliques, comme quelque chose comme le volet. Le volet extérieur, quand il fait très chaud, c'est la meilleure protection pour éviter que les rayons du soleil rentrent dans l'habitat et chauffent avec l'effet de serre derrière les vitres. Donc rajouter des volets, par exemple, c'est hyper important. Sur les grandes surfaces avec des toits plats, je pense au supermarché ou des choses comme ça, changer la couleur du revêtement du toit par du blanc, ça fait un énorme impact sur la consommation de clim en dessous. Voilà, donc il y a des gestes qui sont à la fois simples et parfois, mais voilà, les ombrages en fait, retrouver aussi on voit dans certaines gravures des villes du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, on voit des ruelles avec des ombrages. Des toiles tendues en travers des rues. Je ne sais pas si vous voyez ça. Absolument. Et en fait, il faut réimaginer aussi peut-être des manières de rapporter de l'ombre là où il n'y en a pas dans les villes d'aujourd'hui. Et qui étaient utilisées autrefois, effectivement, dans les siècles passés. Alors, ce qui m'a aussi frappé lors de cette vague de chaleur que l'on est en train de vivre, c'est que les autorités locales ont martelé une fois de plus qu'il fallait boire de l'eau, qu'il fallait éviter de sortir aux heures les plus chaudes, bien évidemment, mais aussi qu'il fallait rester dans un endroit frais ou climatisé 2 à 3 heures par jour. Et ça, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que est-ce que ce n'était pas un peu paradoxal d'inciter les Français à profiter de la climatisation d'une certaine manière, quand le gouvernement les dissuade d'en installer une, ce qui participerait, selon eux, au réchauffement climatique? Oui, là on a un débat sur la clim qui est assez absurde en France, je trouve. En fait, avec toute une partie du spectre politique des écologistes à la gauche qui veut... Qui dit que la clim, c'est pas bien parce que la clim, ça produit de la chaleur et qu'on en aggrave le problème des canicules. C'est en partie vrai et c'est même quelque part assez simpliste et presque idiot, en fait, parce que quand il fait trop chaud, parfois, on n'a pas d'autre solution que la clim. Bien sûr. Et on a la chance aussi d'avoir en France une énergie électrique décarbonée. Donc l'électricité qui sert à faire fonctionner ces clims, elle émet pas de CO2. Donc on peut s'en réjouir et je pense qu'effectivement, la clim, c'est vraiment un allié indispensable quand les températures dépassent 40 degrés, comme on l'a vu dans bien des villes du Sud. Et donc, une partie du débat de dire non, il faut imaginer autrement, vivre sans clim, je pense que c'est plus la question. Et parfois, c'est la seule option. Quand vous êtes dans une maternité, quand vous êtes dans un EHPAD, quand vous êtes dans des endroits où des personnes sont fragiles, il faut installer des clims. Allez passer une semaine à l'hôpital sans canicule, sans clim, et je pense que vous reviendrez convaincu de l'importance du... Absolument, complètement. Cyril Vanlerberghe, il est temps de nous intéresser à notre question du jour que je vous propose de redécouvrir. La France est-elle suffisamment préparée aux canicules à répétition? Oui ou non?
On va cliquer sur oui de façon totalement arbitraire pour découvrir les résultats. Et vous êtes nombreux à estimer que la France n'est pas préparée. Si ma vue est bonne, c'est plus de 70%, ce qui est beaucoup. Merci beaucoup Cyril Van Lerberghe d'avoir été mon invité lors de ce direct. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au service Sciences du Figaro. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce direct. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'actualité continue bien évidemment sur le Figaro.fr. À demain pour une